Bonjour, dans cette capsule, nous analyserons l'arrêt R contre Ryan rendu en 2013 dans le but d'illustrer le moyen de défense fondé sur la contrainte. S'agissant désormais des faits à l'origine de la décision, ceci se déroule comme suit. L'intimée Nicole Ryan vivait sous l'emprise d'un époux violent et dominateur. Elle redoutait qu'il ne leur inflige à elle et à sa fille de graves blessures, voire même qu'il ne les tue, comme il l'avait d'ailleurs menacé de le faire à plusieurs reprises. Au fil du temps, l'idée de faire tuer son époux s'est germée dans son esprit. Dans les mois qui ont suivi, elle a communiqué avec au moins 3 hommes dans l'espoir qu'ils acceptent de tuer son époux. Elle a versé une somme de 25 000 $ à un homme afin qu'il se charge du meurtre. Mais ce dernier a ensuite refusé, réclamant une somme supérieure. Madame Ryan s'est ensuite tournée vers une 3e personne, en l'occurrence un agent d'infiltration de la Gendarmerie royale du Canada, se faisant passer pour un tueur à gages, lequel a pris contact avec elle. Elle a rencontré ce dernier et a accepté de lui verser la somme de 25 000 $, dont 2 000 $ devaient être payés comptant le jour même, afin qu'il tue son époux. Elle lui a également fourni l'adresse ainsi qu'une photographie de ce dernier au tueur à gages. Elle a été arrêtée peu de temps après et accusée au terme de l'alinéa A de l'article 464 du Code criminel d'avoir conseillé la commission d'une infraction qui n'a pas été commise. Les éléments constitutifs de l'infraction, à savoir la mens rea et l'actus reus, n'étaient pas contestés dans la décision. Le juge de première instance a conclu, hors de tout doute raisonnable, que les éléments essentiels de l'infraction de conseil avaient été établis. La seule question en litige au procès était de savoir si la contrainte pouvait excuser les actes par ailleurs criminels commis par l'intimé. Conformément à la Cour suprême du Canada, Nicole Ryan aurait dû se prévaloir de la légitime défense plutôt que d'invoquer la contrainte. En effet, l'invocation de la légitime défense devrait être facilitée par rapport à celle de la contrainte. À la différence de la contrainte, le droit applicable en matière de légitime défense n'exige pas de démontrer qu'il était manifestement possible de faire autre chose que d'infliger la blessure ou qu'il n'existait aucun moyen de s'en sortir légalement. La contrainte ne peut être invoquée que lorsque l'accusé est soumis à des menaces visant à le forcer à commettre une infraction. La contrainte est une excuse. On reconnaît que l'acte est mal, mais on excuse l'auteur parce qu'il n'avait pas le libre arbitre moral. C'est un choix involontaire. Alors que la légitime défense est une justification. On considère que l'acte est correct ou justifié dans les circonstances pour repousser une agression. La Cour estime que les excuses doivent faire l'objet d'une interprétation plus restrictive que les justifications. Contrairement à la contrainte, la légitime défense ne trouve plus aucune source dans la common law, ces paramètres étant intégralement établis par le législateur. La contrainte, quant à elle, demeure en partie régie par la jurisprudence via le paragraphe 3 de l'article 8 du Code criminel. La Cour suprême admet que le régime juridique de la contrainte est empreint d'incertitude, compliquant ainsi son utilisation comme moyen de défense. Cette affaire démontre en effet le besoin d'apporter des précisions supplémentaires au régime juridique de la contrainte. La Cour suprême s'est fondée sur l'arrêt R contre Ruzick afin d'énoncer les 4 conditions nécessaires à l'invocation du moyen de défense de la contrainte prévu par la loi. Soit, premièrement, il doit exister une menace de mort ou de lésion corporelle grave dirigée contre l'accusé ou un tiers. Deuxièmement, l'accusé doit croire sincèrement que la menace sera mise à l'exécution. Troisièmement, l'infraction commise ne doit pas faire partie de la liste des crimes exclus à l'article 17 du Code criminel, soit le meurtre ou l'agression sexuelle notamment. Finalement, l'accusé ne doit pas participer à aucun complot ni à aucune association susceptible de le placer dans une situation de contrainte. À cela s'ajoutent 3 autres conditions émanant de l'arrêt Ruzick, soit l'absence de solution de rechange sûre,
L'accusé ne devait avoir aucune autre option raisonnable que de commettre le crime. Un lien temporel étroit, la menace doit être imminente ou sur le point d'être exécutée. Il ne faut pas qu'il s'agisse d'une menace vague pour l'année prochaine, par exemple. Et enfin, l'existence de proportionnalité, le mal causé par l'infraction ne doit pas être plus grand que le mal dont on est menacé. Nicole Ryan ne pouvait pas invoquer la contrainte parce que son mari ne l'a pas forcée à l'assassiner. Il y a une absence d'un lien temporel. Bien que Madame Ryan vivait dans une terreur constante, l'acte d'engager un tueur s'est étalé sur plusieurs mois. De plus, l'exigence qu'il n'existe aucune autre issue de secours n'est également pas respectée. Pour la contrainte, il faut prouver qu'il n'y ait aucune autre solution, comme par exemple appeler la police. Bien que la police ait été inefficace dans son cas, la Cour a jugé que techniquement le cadre strict de la contrainte n'était pas le bon outil pour évaluer cette situation. Pour qu'il y ait contrainte, la loi exige que la personne qui vous menace le fasse dans le but de vous forcer à commettre un crime spécifique. Dans le cas de Madame Ryan, son mari la menaçait de mort pour la terroriser et la contrôler, mais il ne l'a jamais menacée pour qu'elle engage un tueur à gages pour le tuer. Malgré le fait que Madame Ryan ne puisse techniquement pas utiliser la défense de la contrainte, la Cour décide de ne pas la condamner et de ne pas ordonner de nouveaux procès. La Cour ordonne plutôt un arrêt des procédures. Et ce, pour 3 raisons. Notamment car le droit sur la contrainte étant empreint d'incertitude au moment du procès. De plus, le système de justice et la police ont failli à leur mission de protéger Madame Ryan, malgré ses appels à l'aide répétés contre la violence de son mari. Et enfin, il serait injuste et abusif de lui faire subir un nouveau procès après tant d'années de procédure. Or, il y a eu une dissidence. Le juge Fish était d'accord sur le droit, donc que la contrainte ne s'applique pas, mais il n'était pas d'accord avec l'arrêt des procédures automatiques. Selon lui, il aurait fallu ordonner un nouveau procès et laisser le ministère public décider s'il était vraiment dans l'intérêt public de la poursuivre à nouveau. Alors je suis d'avis que la Cour suprême a sagement protégé l'intégrité du droit pénal. Permettre à la contrainte de combler les lacunes de la légitime défense créerait un précédent dangereux où n'importe qui pourrait justifier un crime contre un tiers en invoquant une pression générale. La clarté du droit exige que chaque défense reste dans son cadre défini. Si la Cour suprême avait permis à Nicole Ryan d'utiliser la contrainte, elle aurait brisé la logique interne du code criminel. Si on accepte que la pression générale d'une relation toxique suffit pour invoquer la contrainte, alors n'importe quel membre d'un gang pourrait dire « Je vis dans une culture de peur, donc je suis contraint de commettre des crimes ». La Cour a voulu éviter ce genre de pente glissante. Or, je suis d'accord avec la Cour d'appel sur un point, soit la réalité psychologique ainsi que l'argument de l'adaptation. Si une victime d'une violence conjugale est terrorisée au point de ne plus voir d'autre issue, le droit doit s'adapter à cette réalité psychologique plutôt que de s'attacher à des définitions techniques qui excluent la contrainte sous prétexte que le mari n'a pas dicté d'acte précis. Dans une situation de violence conjugale extrême, l'agresseur n'a pas besoin de dire « va engager un tueur » pour que la victime se sente contrainte. La menace de mort est permanente dans la relation. S'attacher au fait que le mari n'a pas dicté l'acte précis est une vision très étroite. Pour la victime, l'acte criminel est perçu comme la seule issue de secours dictée par la survie, ce qui rejoint le critère de l'absence de solution de rechange de l'arrêt Ruzic. Sur le plan historique, cet arrêt revêt une avancée significative en droit criminel canadien, puisqu'il clarifie les éléments constitutifs de la contrainte en droit canadien. Avant cet arrêt, il y avait une certaine confusion sur le moment où un accusé pouvait invoquer la contrainte. La décision met en lumière de manière particulièrement éloquente les lacunes du système de justice, la Cour ayant relevé que les autorités policières se sont démontrées plus diligentes à protéger le mari qu'à intervenir en aide à Madame Ryan durant ce qui a été qualifié de règne de terreur, illustrant ainsi la nécessité pour le droit pénal de mieux s'adapter aux réalités de la violence conjugale.
En conclusion, malgré cet échec de la Cour d'appel à faire évoluer la contrainte, celui-ci a forcé le législateur à réagir. En effet, peu de temps après, le Parlement a d'ailleurs réformé les dispositions sur la légitime défense, à l'article 34 du Code criminel, pour mieux inclure les contextes de violence conjugale, prouvant que la Cour d'appel avait identifié un vrai problème, même si son remède juridique a été rejeté par la Cour suprême du Canada.